tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Data Watch. Data Watch est un podcast qui permet de faire de la veille, ou en tout cas, c'est un podcast sur lequel je vais décortiquer certains articles récents de la data liés à la data engineering. Et je me présente, je suis Bertrand Fabre, je suis data engineer freelance. J'ai commencé dans la data en 2011 et j'ai pu accéder à diverses technologies au fur et à mesure de mes missions, que ce soit de l'Excel, du SQL, des logiciels comme SAS, du cloud avec BigQuery, du Spark, et d'autres. Aujourd'hui, on va aborder, différents sujets à propos de plusieurs articles qui sont sortis récemment. On va parler de data engineering vs le software engineering. On va parler de Cloud SQL Studio sur Google Cloud. On va parler des fonctions d'agrégat personnalisées en Python sur Snowflake. On va aussi parler de BigQuery Continuous Queries et on va finir par parler de recommandations pour la résolution de problèmes en data engineering. Donc le premier article, qui est un article de Florent Jakubowski, qui a été publié le 12 août 2024, et dans lequel Florent commence par expliquer les tâches applicatives du software engineering que sont la conception, le développement, les tests et la maintenance. Et ensuite, l'auteur partage un retour d'expérience. Heu, donc son retour d'expérience, c'est, un mauvais développement a migré de Dataiku vers un répertoire de code et avec Apache Airflow pour, l'ordonnancement. Florent nous explique que ce code présentait diverses problématiques. La première, c'est que le code se trouvait dans des notebooks. Et que, dans les notebooks, le code en lui-même n'était pas, suffisamment, comment dire? Découpé en fonctions. Ça veut dire que c'était vraiment très séquentiel, et que, les fonctionnalités du notebook n'étaient pas, encapsulées dans d'autres fonctions. Il précisait aussi que les noms des variables n'étaient pas clairs, qu'il n'y avait pas de test, pas de commentaires ou d'indication quelconque et que la librairie principale qui était utilisée était celle de DataIQ. Et donc que c'était une librairie propriétaire. Donc pour, pouvoir changer pour pouvoir l'exécuter dans un autre environnement, clairement Florent a dû, complètement réécrire le code. Et donc c'est clairement du code, comme on l'aime, donc dans un notebook, pas documenté, des noms de variables qui est pas clairs, rien du tout. Et donc Florent a précisé qu'il a fallu 1 mois pour tout migrer. C'est juste après que Florent rappelle que le coût le plus important est souvent celui du développeur. Heu, Florent nous a fait aussi dans l'article un deuxième retour d'expérience et ce deuxième retour d'expérience parle de la similarité des outils entre le software engineering et le data engineering. Il précise qu'il y a quelques outils qui reviennent souvent, heu, comme, le fait de débugger le code. Bon, c'est pas un outil, mais en tout cas, il l'a cité. Il précise aussi qu'il y a Linux, Docker et le fait de travailler sur un environnement cloud. Pour terminer avec ce qui semble être une première partie d'article, Florent conclut que la majeure partie du travail de data engineer utilise des compétences de software engineering. Hem et à la fin, il nous indique qu'il y aura un prochain article, qui sera porté sur un échange avec l'auteur d'un autre article qui lui aussi va traiter, également en profondeur sur la question, du software engineering vs, data engineering. Le deuxième article est un article de Isabella Lubin qui a été publié le 12 août également et qui présente, hem, la disponibilité enfin qui annonce la disponibilité générale de Claude SQL Studio sur GCP et Isabella explique que donc, Claude SQL Studio, c'est un outil qui propose une interface utilisateur sur le web, pour interroger les bases de données disponibles dans Claude SQL. Donc pour rappel, les bases de données disponibles sur, ce service de GCP sont, MySQL, PostgreSQL, SQL Server. On retrouve donc dans cette interface les spécificités des différentes bases de données. Heu, Par exemple, dans Postgre, on peut retrouver, un endroit, quand on ouvre la base de données avec, c'est pas un onglet, mais on peut dire que c'est un onglet, une liste déroulante en tout cas avec la liste des tables. Heu,
avec les vues, avec les fonctions, etc. Donc on va pouvoir retrouver cette même organisation dans cet outil-là. Et Isabella précise également que l'outil d'intelligence artificielle, enfin d'IA générative Gemini est également disponible dans l'interface et que Gemini est là pour aider à créer, modifier et gérer les bases de données en générant des requêtes SQL basées sur des demandes textuelles. Le troisième article, qui est de Jason Friedberg, a été publié le 13 août et Jason nous présente donc les fonctions d'agrégation customisées en Python sur Snowflake. Pour rappel, de manière classique, on utilise des fonctions SQL clés en main pour faire des agrégations, comme AVG pour calculer une moyenne, la somme pour faire la somme, et count pour compter le nombre de lignes. Et Jason questionne donc quelle serait l'approche pour faire une agrégation plus personnalisée. Il donne un exemple comme une moyenne pondérée, ou alors des statistiques plus personnalisées avec d'éventuelles règles métiers. C'est à ce moment-là que l'auteur annonce que Snowflake permet de créer des fonctions d'agrégation en SQL. Donc le début de la syntaxe c'est create or replace aggregate function, et d'y mettre du code Python afin d'ouvrir toutes les possibilités. Et cette fonction d'agrégation personnalisée s'exécute dans l'environnement Snowpark, et l'auteur nous explique que cela veut donc dire qu'on peut utiliser des bibliothèques externes pour aller encore plus loin dans la création des fonctions d'agrégation personnalisées. Le quatrième article de Nick Orlov a été publié le 7 août et il parle de la sortie en preview de BigQuery Continuous Queries. Donc Nick explique que le monde fonctionne en temps réel et il cite plusieurs exemples, comme par exemple les achats clients, les transactions financières, le transit de marchandises, les capteurs d'IoT, la cybersécurité et d'autres. L'auteur rappelle que BigQuery est apprécié pour sa gestion rapide de grandes quantités de données, mais que malgré la qualité de BigQuery, les utilisateurs veulent du temps réel, en entrée et en sortie. Pour faire un aparté à cet article-là, clairement dans mes missions, j'ai été confronté à plusieurs reprises au fait que BigQuery ne délivre pas vraiment du temps réel, ou en tout cas pas aussi performant qu'on voudrait que ce le soit. Et donc on essaye de faire vraiment du micro-batch sur BigQuery, mais que c'est pas toujours évident et qu'on a besoin de mettre en place une certaine architecture pour pouvoir faire cela. Et donc l'auteur dit que c'est pour cela que BigQuery va se transformer en plateforme analytique en temps réel avec les BigQuery Continuous Queries, donc que je nommerais BCQ. Le principe derrière cette nouvelle fonctionnalité est qu'on peut exécuter des instructions SQL en traitement continu. Donc c'est là qu'on peut faire du traitement, de l'analyse, de la transforme de données au fur et à mesure que les données arrivent dans le data warehouse. Et il y a plusieurs avantages à cela. Il y a d'une part la simplification des pipelines en temps réel, ce qui permet de n'utiliser que du SQL. Il met aussi en avant que c'est adapté à l'ère de l'intelligence artificielle, que ça simplifie aussi le reverse ETL. Pour rappel, le reverse ETL, c'est le fait qu'après avoir ingéré des données, par exemple de bases opérationnelles ou d'autres outils, et les avoir chargées dans le data warehouse, les avoir traitées, on peut renvoyer ces données traitées-là dans les applications mêmes, ou même d'autres applications qui nous les ont envoyées. Et dernier avantage, c'est qu'il est aussi disponible avec BigQuery Data Frame, donc c'est-à-dire l'utiliser avec du Python et du Spark. La fonctionnalité est disponible donc en preview, comme je le disais en introduction, via l'interface web de BigQuery. De ce que j'ai vu de la capture d'écran, il y a un menu donc sur l'IDE de BigQuery où il y a More, et dedans, dans la fenêtre volante qui s'affiche, il y a Continuous Query qui s'affiche donc en plus. Pour donner mon avis, je trouve que c'est vraiment top. Comme je vous le disais par rapport à mon retour d'expérience, il y avait un vrai besoin d'avoir du vrai temps réel. Et donc je pense qu'il y a un gros potentiel. Et donc clairement, j'attends que ça soit disponible pour tous et pas juste en preview. Le dernier article qui a été écrit par Daniel Beach, qui a été publié le 7 août, parle de recommandations pour résoudre des problèmes de data engineering.
Donc l'article est assez dense, je l'ai fortement résumé, mais je vous invite vraiment à aller le lire, c'est très intéressant. D'ailleurs, dans cet article, Daniel explique que, enfin, il commence en tout cas à dire que pour un senior, faut pas être le meilleur, mais juste au-dessus de la moyenne pour être vraiment efficace. Et c'est à partir de là où l'auteur commence à fournir plusieurs éléments de ce que les professionnels font mal lorsqu'ils veulent résoudre des problèmes. Donc il a listé, je crois qu'il y avait 10 ou 12 éléments, et moi je les ai regroupés en 3 groupes. Le premier, ce qu'il dit, c'est que les gens réagissent beaucoup trop rapidement, sans vraiment prendre le recul nécessaire pour traiter ce problème-là. Ils ne documentent pas, donc ça veut dire que si le problème va se représenter une autre fois, quelques mois après, il va falloir repartir de zéro pour traiter ce problème-là. Et il dit aussi que le problème, c'est qu'il n'y a pas de schématisation du problème, ce qui pourrait aider vraiment à la prise de recul, comme je disais sur le premier groupe. Et pour paraphraser Daniel, il indique qu'il est important d'avoir une pensée critique, de ne rien supposer et d'éviter de prendre des décisions précipitées ou hâtives. Il faut tout remettre en question et, et tout écrire et surtout beaucoup lire pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Et pour terminer son article, Daniel va lister de nombreuses recommandations pour aborder le prochain problème. Et donc j'en ai sélectionné quelques-uns et j'en ai regroupé d'autres. Le premier, c'est d'avoir une demande vraiment écrite et une réunion orale avec le demandeur. Il conseille aussi de faire un POC, donc un Proof of Concept complet, et surtout avec toute la documentation de l'étude pour faire le POC. Et il finit par dire, je trouvais ça intéressant, c'est que sur l'estimation de la charge qu'il va y avoir pour faire le développement, la charge de travail, il faut à chaque fois rajouter 20%. Je vous remercie de votre écoute. Encore un podcast assez court. Je pense qu'on reprendra d'ici quelques semaines avec Axel, où on pourra débattre sur les articles publiés. Je vous invite à laisser un commentaire si vous avez des questions sur les articles que je vous ai présentés. N'oubliez pas, si vous avez apprécié le podcast, de mettre une note sur les différentes plateformes sur lesquelles le podcast est disponible, comme YouTube, Spotify et Apple Podcast. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.